Chapitre 19. Récit continué par Jim Hawkins. La garnison du fortin. Dès que Ben Gunn vit flotter le pavillon, il s'arrêta, me retint par le bras et s'assit. « Ça, vois-tu » me dit-il. « Sûr et certain que c'est tes amis. » Je crois plutôt que ce sont les mutins. « Allons donc, dans un endroit pareil où personne vient jamais sauf des gentilshommes de fortune, je te jure que Silver hisserait le pavillon noir. Non, c'est tes amis. De plus, il y a eu de la bagarre et je pense que tes amis ont gagné. À présent, ils sont dans le vieux fortin qui a été bâti par Flint il y a des années. Ah, ce Flint, il en avait une caboche. Il a jamais trouvé son maître, à part le rhum. Il avait peur de personne, Flint, sauf de Silver, parce que Silver était tellement distingué. Ma foi, c'est bien possible, et je souhaite que ce soit vrai. Dans ce cas, à raison de plus pour que je me dépêche d'aller les rejoindre. Non, camarade, pas encore. Tu es un bon garçon, à moins que je me trompe, mais au bout du compte, tu es jamais qu'un gamin. Or, vois-tu, Ben Gunn, c'est un fin matois. Même pour avoir du rhum, j'irai pas où tu vas aller. Tant que j'aurai pas vu ton gentilhomme et qu'il m'aura pas donné sa parole d'honneur. Et surtout, oublie pas mes paroles. Bougrement plus confiance que tu lui diras, ouais, bougrement plus confiance. Et là-dessus, tu lui feras un pinceau. En disant ces mots, le pauvre diable me pinça pour la 3e fois en prenant un air rusé. Et quand on aura besoin de Ben Gunn, Jim, tu sauras où le trouver, juste à l'endroit où tu l'as trouvé aujourd'hui. Et celui qui viendra, faudra qu'il ait quelque chose de blanc à la main. Il faudra qu'il vienne seul. Ah, et puis tu ajouteras ça. Ben Gunn, que tu diras, il a des raisons à lui. Bon, je crois que j'ai compris. Vous avez une proposition à faire, vous voulez voir le châtelain ou le docteur, on vous trouvera où je vous ai trouvé, c'est tout ? Et quand ça, que tu dis ? Poursuivit-il. Eh bien, depuis midi au soleil, jusqu'à ce qu'on ait piqué 3 heures. Parfait. Maintenant, est-ce que je peux partir ? Tu oublieras pas, hein ? Demanda-t-il d'un ton inquiet. Bougrement plus confiance, et c'est raison à lui que tu diras. C'est raison à lui, ça c'est le principal. D'homme à homme. Maintenant, je pense que tu peux partir, ajouta-t-il sans me lâcher. Mais des fois que tu rencontrerais Silver, Jim, tu vendrais pas Ben Gunn, hein. Même si on t'écartelait, tu ouvrirais pas la bouche, hein. Non, que tu dis. Et si ces pirates venaient camper à terre cette nuit, Jim, qu'est-ce que tu parierais qu'il y aurait des veuves demain matin ? À ce moment, il fut interrompu par une violente détonation, et un boulet fracassant les branches des arbres s'enfonça dans le sable à moins de 100 yards de l'endroit où nous étions en train de parler. Un instant plus tard, nous avions pris nos jambes à notre cou, chacun de notre côté. Pendant une bonne heure, de nombreuses détonations ébranlèrent l'île tout entière, et des boulets ne cessèrent de tomber avec fracas à travers les arbres. J'allais de cachette en cachette, ayant l'impression d'être toujours poursuivi par ces projectiles terrifiants. Néanmoins, vers la fin du bombardement, sans oser encore m'aventurer dans la direction de l'enclos où les boulets tombaient en plus grand nombre, j'avais commencé à reprendre un certain courage. Après avoir fait un long détour vers l'est, je me glissai sous les arbres en bordure de la côte. Le soleil venait de se coucher, la brise marine faisait bruire les feuilles et rider la surface grise du mouillage. La marée basse laissait à découvert de grandes étendues de sable. L'air froid qui avait succédé à la chaleur de la journée me glaçait à travers ma vareuse. L'Hispaniola se trouvait toujours à l'ancre, au même endroit, mais effectivement c'était bien le Jolly Roger, le pavillon noir des pirates, qui flottait au pic de brigantine. Au moment même où je regardais la goélette, il y eut un autre éclair rouge suivi d'une autre détonation qui éveilla tous les échos de l'île, et un nouveau boulet siffla dans les airs. Ce fut le dernier de cette canonnade. Je restai étendu pendant quelque temps pour observer l'agitation qui suivit cette attaque. Sur la grève, près du fortin, des hommes démolissaient quelque chose à la hache, notre pauvre petit canot, comme je l'appris plus tard. Au loin, à côté de l'embouchure de la rivière, un grand feu brillait sous les arbres. Une yole faisait la navette entre cet endroit et le navire. Les matelots que j'avais vus si maussades ramaient en poussant des cris joyeux, comme des enfants. Mais l'intonation de leur voix me fit comprendre qu'ils avaient bu. Finalement, j'estimais que je pouvais rejoindre le fortin. Je m'étais avancé assez loin sur la langue de sable qui ferme le mouillage à l'est et qui, à marée basse, rejoint l'îlot du Squelette. Au moment où je me levai, je vis à quelque distance de cette pointe, se dressant au milieu des buissons, un roc isolé, assez haut, d'un blanc particulièrement net. Il me vint à l'esprit que ce pouvait être le rocher dont Ben Gunn m'avait parlé et que je saurais où trouver un canot le jour où j'en aurais besoin.
Ensuite, je longeai les bois, et j'arrivai enfin à l'arrière du fortin, du côté du rivage, où je fus chaleureusement accueilli par mes compagnons. Après avoir raconté mon histoire, je me mis à regarder autour de moi. Les murs, le toit et le plancher étaient faits de troncs de pin non équarris. En plusieurs endroits, le plancher se trouvait à 1 pied ou 1 pied et demi au-dessus du sable. À l'entrée, il y avait un porche sous lequel jaillissait une petite source dans un bassin artificiel d'un genre assez bizarre. Un grand chaudron de fer défoncé enfoui dans le sable jusqu'à ras-bord. Il restait peu de choses en dehors de la charpente du fortin. Mais dans un coin se trouvait une dalle de pierre en guise de foyer et un vieux panier de fer rouillé destiné à contenir le feu. Sur les pentes du tertre et à l'intérieur de l'enclos, on avait abattu les arbres pour construire le fortin. D'après les couches qui subsistaient, nous pouvions juger de la luxuriance de la haute futaie ainsi détruite. Le terrain avait été en grande partie emporté par la pluie ou s'était amoncelé au bas de la pente, après la disparition des arbres. Mais à l'endroit où un ruisselet s'échappait du chaudron, un épais tapis de mousse, quelques fougères et des buissons de plantes rampantes verdoyaient encore au milieu du sable. Très près de la palissade, trop près pour la défense, disaient mes compagnons, la forêt se dressait, haute et touffue, composée uniquement de pins du côté de la terre, mais avec une forte proportion de chênes verts du côté de la mer. La froide brise nocturne dont j'ai déjà parlé sifflait à travers toutes les fentes de la grossière bâtisse et couvrait le plancher d'une pluie continuelle de sable fin. Nous avions du sable dans les yeux, du sable dans la bouche, du sable dans nos aliments, et nous voyions danser du sable au fond du chaudron où jaillissait la source, semblable à du porridge sur le point de bouillir. Notre cheminée consistait en un trou carré percé dans le toit. Cette ouverture ne laissait échapper que fort peu de fumée. Le reste tourbillonnait dans la maison, nous faisant tousser et nous piquant les yeux. Ajoutez à cela que Gray, notre nouvelle recrue, portait un bandage autour de la figure, car il avait été blessé en s'échappant des mains des mutins, et que le cadavre de Redruth gisait encore le long du mur, tout raide, sous le pavillon britannique. Si on nous avait permis de rester inactifs, nous nous serions abandonnés au désespoir. Mais le capitaine Smollett ne l'entendait pas ainsi. Il nous fit tous appeler et nous divisa en 2 bordées, d'une part le docteur Gray et moi, de l'autre le châtelain Hunter et Joyce. Sans égard à notre fatigue, il nous assigna aussitôt différentes tâches. 2 hommes allèrent chercher du bois, 2 autres creusèrent une tombe pour Redruth, le docteur fut nommé maître coq, je fus posté à la porte comme sentinelle. Le capitaine allait de l'un à l'autre, nous encourageant et donnant un coup de main chaque fois qu'il le fallait. De temps en temps, le docteur venait à la porte pour respirer un peu d'air pur et reposer ses yeux aveuglés par la fumée. En ces occasions, il ne manquait jamais de m'adresser la parole. « Ce Smollett, déclara-t-il une fois, vaut bien mieux que moi. Et quand je dis cela, Jim, ça veut dire beaucoup de choses. » Un peu plus tard, il revint me trouver, resta silencieux pendant quelques instants, puis, penchant la tête de côté, me regarda avec attention et me demanda « Ce Ben Gunn est-il un homme normal ?»« Je ne sais trop, monsieur. Je ne suis pas sûre qu'il ait toute sa raison. » « Du moment que tu conserves un doute à ce sujet, il n'est pas fou. Un homme qui a passé 3 ans à se ronger les ongles sur une île déserte ne peut pas paraître aussi sain d'esprit que toi ou moi. Ce serait contraire à la nature humaine. Tu m'as bien dit qu'il avait grande envie de fromage. »« Oui, monsieur. »« Eh bien, Jim, vois comme il peut être utile d'être gourmand. Tu connais bien ma tabatière, n'est-ce pas? Et tu ne m'as jamais vu y prendre une prise. C'est parce que j'y garde un morceau de parmesan, un fromage très nourrissant fait en Italie. Eh bien, Jim, ce sera pour Ben Gunn. » Avant de souper, nous ensevelîmes le vieux Tom Redruth dans le sable et nous restâmes quelques instants debout autour de sa tombe, tête nue dans le vent. Une bonne provision de bois se trouvait accumulée à l'intérieur du fortin, mais il n'y en avait pas assez au gré du capitaine qui nous dit en hochant la tête qu'il faudrait se remettre à la besogne le lendemain matin avec un peu plus d'ardeur. Puis, quand nous eûmes mangé notre porc et avalé un grand verre de grog très fort, les 3 chefs se réunirent dans un coin pour examiner notre situation. À ce qu'il semble, ils ne savaient vraiment que faire car nous avions si peu de vivres que la famine nous obligerait à nous rendre longtemps avant l'arrivée d'un secours. Notre seul espoir était de tuer le plus grand nombre possible de boucaniers jusqu'à ce qu'ils baissent pavillon ou prennent la fuite à bord de l'Hispaniola. De 19, ils se trouvaient déjà réduits à 15. 2 autres étaient blessés et l'un d'entre eux, celui qui avait été touché près du canon, devait être sérieusement atteint, sinon mort. Chaque fois que nous aurions l'occasion de tirer sur eux, nous devions en profiter, tout en nous protégeant avec le plus grand soin. En outre, nous possédions 2 puissants alliés, le rhum et le climat. Pour ce qui est du premier, et bien que nous fussions à un demi-mille de distance, nous pûmes entendre les mutins chanter et hurler très tard dans la nuit. Pour ce qui est du second, le docteur gageait sa perruque que, campant dans le marais et dépourvu de remède, les pirates seraient presque tous sur le flanc avant une semaine. Par conséquent, ajouta-t-il, si nous ne sommes pas tous d'ici là, ils seront trop heureux de filer à bord de la goélette. C'est toujours un bateau et je suppose qu'ils pourront se remettre à la flibuste.
C'est le premier navire que j'ai jamais perdu, déclara le capitaine Smollett. J'étais mort de fatigue, comme vous pouvez l'imaginer. Aussi, lorsque je parvins à trouver le sommeil, après m'être tourné et retourné en tous sens, je dormis comme une souche. Les autres avaient déjà eu le temps de déjeuner et d'augmenter de moitié la pile de bois de chauffage quand je fus réveillé par une grande agitation et le bruit de plusieurs voix. « Le drapeau blanc !» s'exclama un de mes compagnons qui ajouta aussitôt en poussant un cri de surprise. « Silver en personne !» Là-dessus, je me levai d'un bond et, me frottant les yeux, courus jusqu'à une meurtrière.